Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale de France Immigration, acteur incontournable de la mobilité internationale dans laquelle j'évolue depuis presque 20 ans. Retrouvez-nous sur LinkedIn et Instagram pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Ducor-Prouveau, avocate et associée au sein du cabinet BDO Avocats. Au programme de cet épisode, les nouvelles problématiques de mobilité internationale des entreprises et les enjeux qui y sont liés. L'essor du télétravail à l'international et la nécessité de continuer à cadrer ces pratiques. Et enfin, focus sur le bleisure, le voyage d'affaires prolongé pour y intégrer des moments de loisirs et découvertes. Bonjour Émilie, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Love Mobility. Bonjour Caroline. Je suis ravie de t'accueillir, comment vas-tu ? Je vais super bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Avant de se plonger dans ce nouvel épisode, Émilie, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis Émilie Ducor-Prouveau, avocate et associée au sein du cabinet BDO Avocats, qui fait partie du groupe BDO France, mais ça, on en parlera peut-être un peu après. J'ai fait mes études à Bordeaux, puis ensuite j'ai fait une année Erasmus à Berlin, donc j'en ai profité pour ensuite faire un magistère droit des affaires des JCE à Strasbourg, où j'ai continué à faire de l'allemand. Donc déjà, on voit que j'étais déjà un peu attirée par le côté international, même si voilà, l'Allemagne, c'est pas le pays le plus exotique, mais quand même. Et voilà, et ensuite j'ai débuté ma carrière dans un cabinet américain qui s'appelle Latham & Watkins. Et c'est là que j'ai vraiment pu développer mon appétence pour la clientèle internationale. Et j'ai ensuite rejoint en tant qu'associée un cabinet qui s'appelle Soulier, qui est un cabinet français, mais qui fait partie d'un réseau international, d'un réseau de cabinets d'avocats à renommée internationale. C'est là que j'ai vraiment développé ma propre clientèle dans ce milieu des groupes internationaux avec des implantations évidemment en France, puisque je conseille mes clients en droit social français dans des contextes internationaux. Et est-ce que tu peux nous présenter BDO ? Qui est BDO et qu'est-ce que vous faites ? Au-delà du cabinet d'avocats, c'est une entreprise qui compte 2000 collaborateurs en France, donc BDO France, et qui fait partie d'un réseau de cabinets dans le monde entier. Et nous sommes donc un cabinet d'audit, conseil, expertise comptable, de conseil aux entreprises, positionné après les Big Four, tu vois, les Big Four, Deloitte, EY, etc. Et on est au niveau mondial le 5e réseau, donc juste après le Big Five, exactement. La particularité de BDO France, c'est qu'on est une entreprise à mission, donc je ne sais pas si tu connais le terme, c'est une société qui décide de s'engager dans ses statuts pour ne pas avoir comme seule vocation de faire du chiffre d'affaires, mais également d'essayer d'avoir un impact à la fois au niveau environnemental, social et sociétal. Et donc, ce sont des valeurs qui sont extrêmement fortes au sein du groupe BDO et qu'on essaye de promouvoir tous à la fois en interne, dans la manière dont on va traiter nos collaborateurs et également aussi dans les services qu'on rend à nos clients, de les inciter et leur proposer d'avoir des politiques à impact. Okay. Chez BDO Avocats, donc moi, je dirige le département droit social du bureau de Paris. J'interviens dans tous les domaines classiques du droit social, de relations individuelles, relations collectives. Je fais également des restructurations, réorganisations d'entreprises. On intervient dans le cadre d'opérations d'acquisition d'entreprises pour faire les audits, la revue des documents en matière sociale, évidemment. Dans le cadre du support droit social des opérations M&A. Et puis, évidemment, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, en matière de mobilité internationale, c'est un énorme volet de mon activité, de conseiller les entreprises dans toutes leurs problématiques, tous leurs sujets. Et je sais que tu connais bien voilà, le sujet en matière de mobilité internationale. Donc voilà, mais en tant qu'associée, évidemment, et avocate, mon rôle principal, c'est d'être au service de mes clients et sur tous ces sujets-là. Mais également, je m'investis dans le développement du cabinet, dans la gestion des RH du cabinet,
En ce moment, on est beaucoup sur des réflexions sur l'évolution de notre métier d'avocat avec l'impact et l'influence de l'IA. Donc, c'est des sujets sur lesquels je suis particulièrement sensible. Enfin, je te dirais qu'en fait, pour moi, même les deux enjeux contemporains, ce qui sont importants pour moi et sur lesquels je travaille beaucoup, c'est le bien-être et la qualité de vie au travail, qui est un sujet qui est important et qui me tient à cœur. Et ce deuxième sujet aussi, des enjeux liés à la transformation numérique de notre métier, de notre profession. Et on voit que, en fait, il y a aussi des liens entre les deux, hein. Ça a un impact, ça peut avoir un impact sur le bien-être des collaborateurs. Donc voilà, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Alors Émilie, j'aimerais qu'on parle ensemble des tendances 2025 et 26 et 27 et futures en matière de droit du travail dans un contexte de mobilité internationale. Qu'est-ce que tu peux me dire que tu remarques autour de toi dans les besoins de tes clients, par exemple? C'est une évolution progressive. En fait, on voit que les dynamiques de mobilité internationale ont énormément changé ces dernières années. Enfin, on en avait discuté déjà toutes les deux. Ça a un énorme impact sur notre activité. Donc tout ça, on le sait, c'est lié à la mondialisation des échanges, aux transformations des modes d'organisation du travail et puis évidemment, bien sûr, également à une sensibilité plus forte sur les enjeux environnementaux. Et donc les entreprises, elles doivent faire face à différentes contraintes, des contraintes économiques, des contraintes, enfin voilà, une complexité juridique croissante également. Et puis un environnement plus compliqué au niveau géopolitique, clairement. Donc les politiques ESG qui sont, j'en parlais pour BDO France, qui sont importantes dans les entreprises. Donc ça, c'est un paramètre important à prendre en considération. Et puis, compte tenu des contraintes économiques que j'évoquais, d'une politique de réduction des coûts. Donc tout ça fait que les pratiques, elles ont clairement beaucoup changé ces dernières années. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que par exemple, des affectations longues, des expatriations longues, on en voit quand même moins, des gens qui partent longtemps. Et c'est souvent remplacé soit par des missions courtes, alors qui peuvent être parfois plus fréquentes. On va demander aux collaborateurs de passer plus souvent, mais ça va être sur des formats plus courts. Ça va être aussi des mobilités plus régionales, liées au fait qu'on veut réduire les coûts ou par rapport à l'empreinte carbone. Ou alors le télétravail international, sur lequel je voudrais revenir. Donc ça, c'est les contraintes des entreprises. Et même du côté des salariés, on constate aussi, de ce que me disent mes clients, les DRH, et puis de ce que je vois aussi dans ma vie personnelle, enfin je vois dans mes amis, les femmes veulent faire carrière beaucoup plus qu'il y a certaines années, donc il y a parfois cette problématique de carrière du conjoint, et puis aussi cette sensibilité aussi, cette responsabilité sociale, sensibilité à l'environnement, et donc voilà. Donc des deux côtés, on voit qu'il y a des freins à la mobilité internationale. En revanche, ce que j'ai constaté et ce que je constate, c'est la recrudescence et le développement, l'essor du télétravail international. Donc, évidemment, il y a eu l'effet Covid, mais pas que. Donc, le télétravail international, il a vraiment le vent en poupe. On voit qu'il y a des sociétés, des entreprises, des grands groupes du CAC 40 qui ont mis en place des politiques spécifiques. Donc, je citerai par exemple Capgemini, qui a une politique télétravail international, qui est avec un programme qui s'appelle Flexboard et donc en fait qui permet à des salariés, alors là pour le coup on parle de télétravail international temporaire en fait, c'est-à-dire qu'on leur permet donc c'est un peu comme un benefit en fait d'aller pendant maximum 45 jours par an télétravailler à l'étranger, donc par exemple sur leur lieu de vacances et c'est circonscrit à un certain nombre de pays. Donc là il y a 25 pays qui sont autorisés. Et après, moi, ce que je vois beaucoup et de plus en plus dans ma pratique, c'est le télétravail international, mais qui est offert à des cadres qui, en fait, vont travailler pour des entreprises étrangères tout en restant dans leur pays, dans le pays dont ils sont natifs, en fait. Donc, par exemple, un Argentin qui travaille pour le compte d'une société française, mais qui va rester en Argentine, ou inversement, un Français qui travaille pour une société US et qui va rester en France. Voilà.
Et ça, j'ai vu qu'il y avait une étude qui a été réalisée par Cadre Emploi et la BSG qui constate que 54% des Français sont ouverts à travailler à distance pour un employeur étranger tout en restant domiciliés en France. Donc c'est quand même pas mal, ça fait la moitié de la population consultée. Et donc tout ça, ça engendre quand même ce télétravail international et c'est ça que les entreprises en ont pris conscience progressivement là, ces dernières années, de nombreuses questions juridiques en fait. Et donc c'est pour ça qu'on est là pour les conseiller sur ces domaines. Donc je peux te donner un exemple récent que j'ai eu d'une entreprise qui a une salariée d'origine marocaine et qui avait envie d'aller vivre dans son pays d'origine, en tout cas au moins pour 3 ans. Et donc elle a demandé à son employeur si elle pouvait faire ça. Donc sur le principe, ils étaient OK. Bon, ils ont été OK d'ailleurs, parce qu'elle était considérée comme un talent, donc ça fait partie un peu des politiques d'attractivité des talents. Donc ils lui ont dit OK, ils ont signé un avenant. Mais en fait, ils se sont très vite rendus compte que ça posait énormément de difficultés administratives et juridiques. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous, parce que en fait, le Maroc n'est pas un pays comme tu sais, membre de l'Union européenne. Et donc, en allant là-bas, elle ne pouvait pas relever de la sécurité sociale française. Et là-bas, le télétravail n'est pas reconnu comme une activité professionnelle, en fait, par les autorités marocaines. Et donc, en fait, on ne pouvait pas l'inscrire localement, en fait, aux services de santé locaux. Donc, en fait, il fallait faire vraiment un package spécifique. On ne pouvait pas faire du détachement. Donc, il fallait, du coup, comme on avait une obligation de lui garantir une couverture sociale minimum, il a fallu l'affilier à la CFE. Enfin, tu connais très bien tous ces sujets, mais ils n'avaient pas anticipé, en fait, ça. Et c'est vrai que c'est qu'en fait, on se dit, c'est facile, je vais envoyer mon salarié au Maroc, où je le laisse partir travailler sur l'île Maurice. Et en fait, ça a des conséquences qui peuvent être importantes et source de risques juridiques. Voilà. Donc en fait, de cet exemple, on peut tirer 2 enseignements. C'est qu'il y a de nombreux modèles de travail à distance, hybride, qui émergent. Et les entreprises, finalement, soit elles le souhaitent, soit finalement elles n'ont pas tellement le choix que de le faire, de le proposer à leurs salariés parce que ça fait partie des leviers pour attirer les talents, exactement. Puis ce que je disais, c'est que ça engendre des contraintes réglementaires, etc. Et notamment, je l'ai vu dans une pratique qui s'est développée, qui s'appelle le blégeur. Alors, tu nous parles de blégeur. Est-ce que tu peux nous donner la définition? Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup d'entreprises parce que c'est une tendance qui se répand et que tu as pu constater dans pas mal de cas que tu gères. Le blégeur, c'est un terme, j'étais surprise de le découvrir, qui date quand même des années 90. Hein, c'est pas un terme inventé récemment. Et il désigne la pratique qui consiste à prolonger un voyage d'affaires pour y intégrer des moments de loisirs et de découverte, ou alors d'avancer la date de son départ en voyage. Et en fait, blégeur, c'est la contraction des mots anglais business et leisure. Et c'est un terme qui a été, c'est un terme et surtout une pratique qui a été popularisée dès les années 2009, de ce que j'ai pu voir, mais qui évidemment a pris énormément d'essor encore depuis la période Covid, où on accepte plus le travail, les mobilités, et on fait plus, la frontière entre la sphère privée et professionnelle est devenue plus floue. Parce que en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avant, dans le blégeur, c'était une pratique finalement assez informelle, des salariés qui partaient en voyage d'affaires et puis qui en profitaient pour se rajouter 2-3 jours. Et maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ça va parfois donner lieu aussi à des situations de télétravail. C'est-à-dire que la personne va dire, comme je pars au Brésil pour un meeting international, voilà, je vais en profiter pour faire une semaine de vacances. Et puis après, je vais en profiter aussi pour rester une semaine en télétravail. Comme ça, en fait, je me fais tout le mois de juillet là-bas. Voilà. Donc, en fait, on va avoir un mix de situations qui va se présenter. Et quels sont les risques concrets pour une entreprise qui a son collaborateur à l'étranger et qui souhaite faire du blégeur? Ta question est extrêmement pertinente parce que c'est tout le sujet en fait.
c'est que cette pratique, elle soulève des vrais enjeux de responsabilité pour l'entreprise parce que en fait, ce prolongement du séjour à des fins personnelles, elle va faire apparaître une zone grise en fait, où l'entreprise, elle ne maîtrise plus une partie du déplacement. Le salarié, il est parti, il est sous la responsabilité de l'employeur, il se déplace pour des raisons professionnelles, et donc l'employeur est responsable du salarié du moment où il quitte son domicile jusqu'à son retour, et pourtant va ressurgir cette zone grise, une période où en fait il n'est plus sous l'autorité de l'employeur, il est en vacances. Cette situation, effectivement, elle génère des risques. Et donc, il est impératif de l'encadrer et de l'anticiper pour les entreprises. Ces risques, en fait, ils peuvent être en matière, ça tu connais parfaitement le sujet d'immigration, évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en matière de fiscalité, de droit du travail, de sécurité sociale, il y a toutes les questions des frais professionnels. Qu'est-ce qu'on prend en charge si le salarié, finalement, en fait, il est parti faire un trek sur une montagne. Enfin, voilà, on va pas lui payer ses frais. Et surtout, le vrai point, c'est les risques d'accident, en fait. L'employeur, il a une obligation de santé et de sécurité de son salarié. Et si le salarié a un accident sur le lieu du bléjeur, qui est responsable? Est-ce que c'est l'employeur ou est-ce qu'on considère qu'on sort de cette sphère? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de cas d'accidents et voir un peu comment ça s'est réglé? Dans ce domaine, en fait, la question, c'est de savoir donc qui est responsable. Il y a de la jurisprudence en matière de déplacement professionnel. Il y a un arrêt qui est assez étonnant quand même, d'un salarié qui était en voyage d'affaires et qui a rencontré une charmante jeune femme qu'il a invitée à venir dans sa chambre d'hôtel. Et donc, ils ont eu des relations sexuelles ensemble et le pauvre homme a fait une crise cardiaque dans le cadre de son acte. Et figure-toi que la Cour d'appel de Paris a jugé en 2009 que cet accident, qui est intervenu donc pendant le rapport sexuel, était un accident du travail. Puisque, en fait, ce que nous dit la jurisprudence, c'est qu'il y a une présomption d'imputabilité professionnelle de tout accident qui est intervenu pendant le temps de mission, qu'il s'agisse d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante. Donc la Cour d'appel nous dit explicitement que l'acte sexuel étant un acte de la vie courante, c'est un accident du travail. Alors, on peut renverser cette présomption à condition de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour motif personnel. Et là, c'est vrai que j'avoue que sur cet arrêt, j'ai du mal à comprendre que la Cour n'ait pas considéré qu'il y avait une interruption de mission. Et on a d'autres arrêts comme ça, un peu contradictoires, où on en a un où le salarié était en déplacement, il est allé prendre un verre avec un ami qui habitait à 1 heure de son lieu de déplacement professionnel. Il est revenu et le pauvre malheureux, il a eu un accident de voiture et on a considéré que c'était un accident professionnel parce que la preuve n'avait pas été démontrée qu'il y avait eu une interruption de mission. Et puis un autre arrêt, 2 ans plus tard, de la même chambre civile de la Cour de cassation qui vous dit que là, le salarié, il est allé voir sa maman. Alors, la seule différence, c'est qu'il est sorti il est allé dans un autre département que sa zone d'attribution habituelle. Et donc là, on a considéré que c'était une interruption de mission, que c'était un déplacement perso. Et donc on voit qu'il y a quand même un peu une incertitude, enfin il y a un flou un peu juridique sur ces sujets et aussi un arrêt aussi marrant d'un salarié qui se blesse la main en dansant dans une discothèque. Pareil, c'est considéré comme un accident du travail. Après, il y a de la jurisprudence aussi sur le télétravail. Donc, si dans le cadre du bléjeur, on est dans le cadre du télétravail. Et là, il y a une appréciation de la Cour de cassation qui est un peu plus stricte sur la présomption d'imputabilité. Et du coup, pour le coup, on peut considérer comme un peu sévère pour les salariés, parce qu'il y a un arrêt comme ça où le salarié, il était en télétravail chez lui, sa connexion Internet qui s'arrête, il sort de chez lui pour aller voir ce qui se passe, il ne comprend pas. Et puis là, à nouveau, pas de bol pour lui, il se prend un poteau électrique sur la tête, il décède. Et bien ça, pour le coup, ça a été considéré
ça n'a pas été considéré comme un accident du travail parce qu'il avait interrompu sa mission et qu'il n'était plus sous l'autorité de l'employeur. Parce que dans la jurisprudence du télétravail, sur le télétravail, les accidents du travail dans le cas du télétravail, il faut quand même que ce soit pendant l'exercice de l'activité professionnelle, donc il n'y a pas la notion de vie courante, d'acte de la vie courante, et que ce soit vraiment, il soit sous l'autorité de l'employeur. Alors Émilie, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, enfin nous faire une recommandation dans ce contexte-là de Blazer? Dans le cadre de cette pratique du Blazer, il est essentiel pour les entreprises, en fait, c'est l'élément clé de mettre en place des mesures préventives et un cadre qui soit très clair pour justement, si on accepte en fait, enfin, soit il y a deux politiques, hein, soit une entreprise va dire, bah non, moi je refuse le Blazer, donc vous faites vos déplacements, je veux votre jour d'arrivée, votre jour de retour et pas de marge de manœuvre, ce qui est un peu dommage quand même. Ou sinon, on l'encadre et dans des politiques, alors qui peuvent être intégrées dans les chartes de télétravail. Il peut y avoir une sous-section sur le Blazer, mais donc ça peut être dans des politiques de voyage, ça peut être dans la charte télétravail, ça peut être également dans le contrat de travail, dans le règlement intérieur, mais c'est essentiel d'encadrer, de prévoir peut-être aussi parfois de savoir interdire certains pays, parce qu'on considère qu'ils sont dangereux pour des raisons politiques, des raisons d'instabilité. Ouais, exactement, d'instabilité. Donc, il ne faut pas hésiter. Enfin, voilà, c'est pour ça que, par exemple, dans la charte de Capgemini, dans la politique télétravail, il y a des pays qui sont interdits, en fait. Donc ça peut être ça, de bien encadrer aussi la durée autorisée, soit de vacances, soit de télétravail à l'étranger, voilà, et d'imposer une obligation préalable d'information. Le salarié doit, en fait, la clé c'est ça, comme dans tout dans la vie, la communication, l'information préalable, que l'employeur sache que le salarié va prendre, alors de toute façon s'il prend des vacances, il est censé de toute façon déclarer ses congés payés, hein, mais voilà, se prévenir pour pas qu'on soit dans le flou, en fait, savoir, là ce sera une période où il sera en déplacement professionnel, donc c'est ce régime-là qui s'applique avec toutes les complexités et difficultés qu'on a vues, mais quand même, au moins on sait qu'il est en déplacement professionnel, ensuite il est en vacances, et ensuite éventuellement il est ou en télétravail, mais que ce soit très clair. Merci beaucoup Émilie, j'ai appris plein de trucs et je suis sûre que les auditeurs et les entreprises qui nous écoutent ont appris énormément de choses également. Merci beaucoup d'être venue. Merci à toi Caroline de m'avoir accueillie, j'étais ravie de cet échange avec toi. Pour conclure, les problématiques de mobilité internationale ont énormément changé et les contraintes des entreprises ont évolué avec la mondialisation des échanges, les nouveaux modes de travail, la tendance à la réduction des coûts et une sensibilité plus forte aux enjeux environnementaux. De nombreux modèles de travail à distance et de travail hybride continuent d'émerger et les entreprises n'ont souvent pas trop le choix que de s'y mettre pour rester attractives. Mais il faut rester vigilant et encadrer ces pratiques et il est primordial que les collaborateurs informent l'entreprise d'une période de travail, de vacances, de voyage d'affaires, etc. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.